Aussi loin que je me souvienne dans ma vie, j'ai toujours joué à des jeux vidéo. Pourtant, il y a des dizaines de styles de jeux vidéo auxquels je n'ai que trop peu touché. Et le style du jeu dont je vais vous parler aujourd'hui en fait partie. Triangle Strategy est un tactical RPG. J'ai beau avoir exploré des dizaines de RPG dans ces dernières années, le tactical c'est un style que j'ai à peine effleuré. Donc c'est un peu par hasard qu'en farfouillant mon backlog Steam il y a quelques semaines, je suis retombé sur ce Triangle Strategy. Je crois que mon frère me l'avait offert pour je ne sais plus quelle occasion il y a quelques années. Bon, tu vois, je l'ai finalement fait, ça aura pris son temps, mais voilà. Je l'ai lancé un petit peu par hasard, en me disant que de toute façon, je jouais tout le temps au même style de jeu et que c'était bien d'explorer un petit peu en dehors de sa zone de confort. Et dans cette vidéo, je vous propose de vous dire ce que j'en ai pensé de ce jeu, et plus globalement, est-ce que ça me donne envie d'aller explorer d'autres tactical RPG. Comme je l'ai dit, le jeu est un tactical RPG, donc un jeu de rôle tactique, et il s'inscrit dans la lignée de grands noms de ce style que sont par exemple Fire Emblem ou Final Fantasy Tactics. Ce qui distingue le tactical RPG de ses cousins que sont par exemple le JRPG ou le CRPG, c'est la volonté de représenter des grandes batailles sur des grandes cartes. Ces grandes cartes seront découpées en cases à la manière d'un échiquier, et chaque unité de notre groupe représentera généralement une unité de soldats, voire une armée entière. Si je caricature un peu, l'idée c'est de créer une grande partie d'échecs dans laquelle chacun des pions aurait sa propre histoire, ses propres pouvoirs et sa propre personnalité. C'est plutôt séduisant dit comme ça. C'est un style qui est pas récent, avec des grands succès qui remontent aux années 80, comme par exemple Fire Emblem, mais en fait chaque grand succès de ce style trouvera sa propre identité, donc c'est difficile de faire des généralités. Néanmoins, on peut quand même citer que la plupart des grands tacticals se démarquent par une histoire à grande échelle qui sont généralement très bien écrits, avec des enjeux géopolitiques, stratégiques, etc. etc. Triangle Strategy, lui, sort des cartons de chez Square Enix en février 2021, donc ça n'a pas été développé par n'importe qui, on peut s'attendre à de la qualité, puisque c'est à Square Enix qu'on doit l'un des plus grands succès du tactical RPG, avec Final Fantasy Tactics, qui aura justement un remake très prochainement, et il a attiré les yeux de nombreux gamers, même complètement étrangers à ce style, avec sa jolie technologie 2D HD qu'on avait pu voir à travers Octopath Traveler quelques années plus tôt. Ça n'étonnera donc personne que le jeu se soit bien vendu, avec quasiment 1 million de copies de vendues, mais le jeu se permet également d'avoir un retour critique qui est pas mauvais du tout, avec un score métacritique de 84. Évidemment, toutes ces informations, je ne les avais pas en lançant le jeu, j'y suis allé complètement à l'aveuglette, et ce que je vous propose maintenant, c'est de présenter les différentes mécaniques du jeu, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Le jeu se découpe en deux grandes parties distinctes, les chapitres et le menu interchapitre. Donc le menu interchapitre se présente sous la forme d'une grande carte du monde sur lequel vous allez pouvoir voir les chapitres optionnels et les chapitres principaux apparaître aux différents endroits où ont lieu le scénario. Sur cette carte du monde, vous aurez également la possibilité d'accéder au campement. Dans ce campement, l'objectif c'est de vous offrir tout un tas d'options qui vont vous permettre de préparer vos personnages aux batailles à venir. On a notamment une boutique qui vous permettra d'acheter des accessoires ou des objets de soins, mais également un forgeron qui va vous permettre d'améliorer vos armes, mais également un personnage qui permettra de promouvoir les classes de vos personnages. C'est également dans ce campement que vous allez avoir accès à la possibilité de rejouer les batailles de l'aventure, mais également de jouer des batailles bonus. Enfin, c'est également à travers le campement et la carte du monde que vous allez pouvoir recruter de nouveaux personnages dans votre équipe. Ces recrutements sont limités par des valeurs qu'on verra un peu plus tard dans l'analyse, et globalement, quand vous aurez atteint un certain niveau de ces valeurs, vous avez une petite cutscene qui se déclenche et vous débloquez un nouveau personnage. C'est également à travers ce campement que vous allez pouvoir déclencher des petites cutscenes qui vous permettent de mieux connaître vos personnages. Donc vous l'aurez compris, le campement c'est un peu le hub central où vous allez faire votre petite tambouille avant les batailles. Pour le reste du jeu, vous allez pouvoir y accéder à travers la carte du monde dont on a parlé tout à l'heure. Sur cette carte du monde, vous allez voir apparaître des petites icônes qui correspondent soit à des scènes obligatoires, soit à des scènes facultatives. Les scènes facultatives apparaissent à des moments précis du scénario et elles constituent systématiquement uniquement une petite scène narrative. Il n'y a pas de gameplay à travers ces scènes. L'utilité de ces scènes, c'est généralement de montrer ce que fait un personnage secondaire ou tertiaire pendant les événements de l'aventure. Les scènes principales, quant à elles, se découpent en 4 types de scènes qu'on va détailler ensemble. Tout d'abord, on a les scènes narratives, qui sont globalement des cinématiques. Ce sont de loin les plus nombreuses. On a également les scènes d'exploration, qui vont vous lâcher dans des petites zones ouvertes dans lesquelles vous allez pouvoir parler avec des PNJ et trouver des objets en fouillant. Mais les plus importantes, ça reste les deux derniers types de scènes, à savoir les scènes de négociation et les batailles. Alors on commence par les scènes de négociation, qui sont vraiment un des points fondamentaux de ce Triangle Strategy. Les scènes de négociation, c'est ce qui fait toute l'originalité de Triangle Strategy comparé aux autres tactical RPG. Concrètement, ces scènes se lancent quand des personnages du groupe sont tiraillés entre plusieurs décisions et où il y a globalement des désaccords dans le groupe. Et face à ce dilemme, il va falloir discuter avec chacun des PNJ qui ne sont pas d'accord avec vous pour tenter de les convaincre. Alors je dis bien tenter, puisqu'à l'issue de ces scènes de négociation, le vote se déclenche, et si vous perdez, c'est la majorité qui l'emporte, vous avez perdu, c'est tant pis. Vous allez pouvoir trouver des arguments lors des scènes d'exploration, en parlant avec des PNJ ou en fouillant le décor,
qui vous permettront éventuellement de convaincre plus facilement les membres de votre groupe de faire telle ou telle action. Ces négociations vont avoir parfois un impact mitigé, parfois un impact capital, notamment pour choisir de la fin du jeu. Donc bien explorer lors des scènes d'exploration a vraiment un rôle à jouer dans ces scènes de négociation. Et enfin, on va retrouver une scène de bataille par chapitre du jeu, sachant qu'il y en a une quinzaine. Ces batailles se jouent sur des cartes qui sont découpées en petites cases, et les objectifs peuvent être variés. Ça peut être le classique, éliminer les ennemis ou tuer un boss, mais ça peut être également de survivre un certain nombre de tours, ou protéger, voire d'escorter un personnage vers une certaine zone. Pour accomplir ces objectifs, les personnages de votre équipe vont jouer chacun à leur tour, ils pourront se déplacer, attaquer, utiliser des objets, utiliser des pouvoirs particuliers. L'utilisation de ces pouvoirs va être limitée par une jauge de PT pour points techniques qui va se recharger à chaque tour. Il y a également des mécaniques de placement des personnages avec une notion d'altitude. Un ennemi qui tape depuis les hauteurs vous fera plus mal, vous aurez plus de mal à le toucher par exemple. Il y a également un principe d'éléments avec des interactions physiques entre par exemple une zone gelée et une attaque de feu. Une autre mécanique importante, c'est la mécanique d'attaque combinée. Si un ennemi qui est pris en tenaille entre deux de vos personnages ou attaqué de dos, et il prendra beaucoup plus de dommages. Enfin, à l'échelle de toute votre équipe et plus seulement de chaque personnage, il y a un système qui s'appelle le système d'atout, qui vous permettre de déclencher des pouvoirs assez forts à l'échelle du champ de bataille en utilisant des points d'atout. Au fur et à mesure des batailles, vos personnages vont gagner de l'expérience, même s'ils sont soumis à un level cap qui va les empêcher de passer trop au-dessus de la courbe d'expérience. Enfin, on notera qu'il n'y a pas de mécanique de permadeath comme ce qu'on peut trouver dans les Fire Emblem par exemple. La permadeath, c'est une mécanique qui fait qu'un personnage qui meurt dans une bataille est perdu pour l'entièreté de l'aventure. C'est pas le cas ici, et un personnage qui meurt dans une bataille reviendra pour la bataille suivante. Voilà pour les mécaniques, maintenant on va pouvoir rentrer dans qu'est-ce que ça raconte Triangle Strategy. Cependant, l'histoire est très ramifiée, et en fait, selon les choix que vous allez faire, vous n'allez pas avoir la même histoire qu'un autre joueur. Ici, on va se contenter d'un petit synopsis qui vous présentera les bases de l'univers, et comme ça, si vous êtes intéressé par le jeu, vous pourrez vivre votre propre histoire. Triangle Strategy se déroule sur le continent de Norzelia, qui est composé de 3 nations. Le royaume de Glenbrook, un royaume qui est prospère, qui a des belles terres fertiles, et qui se situe autour d'une rivière. C'est un royaume très féodal avec des grandes maisons nobles qui vont diriger une partie des terres. Plus au nord, on va retrouver le duché d'Esfrost, qui est une région qui est froide et montagneuse, qui est très riche en fer, et qui s'est fondée sur un idéal de liberté et de progrès. Enfin, à l'est du continent, on va retrouver la théocratie d'Izante. C'est un système théocratique strict où les infidèles sont maltraités et réduits en esclavage. Leur pays se construit autour d'un grand lac salé qui est la seule source de sel du continent, et donc leur déesse, c'est la déesse du sel. Le sel d'Izante et le fer d'Esfrost étant des ressources qui sont vraiment nécessaires pour la survie de tous les habitants de Norzelia, on nous explique que 30 ans avant les événements du jeu, il y a eu une grande guerre autour de ces ressources. Finalement, grâce à l'intervention d'une des maisons nobles de Glenbrook, il y a une paix fragile qui sera trouvée, et cette paix elle durera 30 ans. Cette maison, c'est la maison Wolfort, et c'est justement la maison à laquelle appartient notre héros, Serenor. Le père de Serenor est un héros qui a permis la paix dans tout Norzelia, et même 30 ans après, il a encore à cœur que cette paix persiste. C'est pourquoi au début du jeu, un grand projet commun entre les 3 nations est mené, l'exploitation d'une mine de fer qui se trouve sur le territoire des Wolfort. Et le point de départ du scénario, c'est que pour consolider l'entente entre Glenbrook et Esfrost, le père de Serenor va offrir son fils en mariage à la demi-sœur du chef suprême d'Esfrost. C'est comme ça que Serenor va découvrir Frederica, qui est donc sa promise. La particularité de Frederica, c'est que sa mère appartenait au peuple des Roséliens, qui est un peuple qui est réduit en esclavage par la théocratie d'Izante. Ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est que les Esfrostiens vont trouver quelque chose dans la mine commune qui va tout remettre en question. Ce sera ensuite au héros et au groupe de personnages qu'il va rencontrer de faire des choix et d'influencer l'histoire de ce monde à travers la balance des convictions et les phases de négociation dont on a parlé juste avant. Voilà pour la présentation des mécaniques du jeu et de l'histoire du jeu. Maintenant, je vous propose de passer à ma critique. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les points qui m'ont pas plu. Ensuite, on parlera des points sur lesquels je suis plus mitigé, et enfin on parlera des grandes réussites de ce Triangle Strategy. La première chose qui m'a chagriné, elle se ressent dès l'introduction, et en fait c'est la façon dont nous est présenté ce monde. En fait, ce continent de Norzelia, il nous paraît très plat quand il est présenté de la façon suivante. On va juste nous parler des 3 royaumes, et de la problématique de la guerre qu'il y a eu il y a 30 ans. Et je pense qu'il aurait été beaucoup plus judicieux de mettre en place un peu de mystère. C'est-à-dire découvrir progressivement sur la première partie du jeu les différents pays de ce monde et les différentes problématiques auxquelles il doit faire face. Si on compare avec Game of Thrones, qui est vraiment un des objectifs narratifs que poursuit Triangle Strategy, dans Game of Thrones, il n'y a pas 10 minutes d'explication avant le premier épisode de quels sont les différents royaumes et de quelles sont les problématiques. Ensuite, si on parle de l'écriture des dialogues, autant je trouve qu'à l'échelle du jeu entier, il s'en sort plutôt bien, autant l'exposition des premiers chapitres, c'est une catastrophe. La scène qui m'a le plus choqué, c'est cette scène au début du jeu, où les domestiques de la maison Wolfort vont planifier une journée du lendemain, dont ils ont déjà toutes les informations, et ils vont juste les rappeler à l'oral, pour le spectateur.
Et je pense qu'une des forces de Game of Thrones, à côté duquel les scénaristes de Triangle Strategy sont complètement passés à côté, c'est que Game of Thrones ne fait aucun effort pour vous mâcher l'entrée dans l'univers. C'est à vous de vous projeter dans cet univers et d'en comprendre les codes. C'est à ça que Triangle Strategy aurait dû ressembler. En résumé, show don't tell, c'est un peu la base de la narration, donc les gars, fallait faire un effort là-dessus. Côté gameplay, il y a un élément qui m'a énormément déçu, c'est la baisse d'originalité des batailles en fin de jeu. Effectivement, je reviendrai dessus juste après, mais l'originalité des scénarios de bataille proposés par le jeu, c'est vraiment une de ses grandes forces. Donc j'ai été extrêmement déçu de voir que la fin du jeu faisait beaucoup moins d'efforts, avec des scénarios de type tuer tous les adversaires. Je referme la parenthèse sur ces points qui pour moi auraient dû être améliorés dans la version finale du jeu, et on va passer aux points qui ont vraiment divisé la communauté. Un parti pris du jeu qui a pas forcément plu à tout le monde, c'est le fait que son rythme soit très lent et très verbeux. Si on le compare par exemple à un Fire Emblem, pour citer les géants du genre, eh ben on va pas avoir le même rythme de bataille qui s'enchaînent les unes après les autres. Ici, le jeu prend son temps. Il y a des tas de scènes qui servent juste à introduire des personnages, juste à étayer l'univers. C'est une critique que je peux entendre. C'est vrai que sur un jeu vidéo, avoir systématiquement 20 à 30 minutes de cinématique avant d'avoir du gameplay, ça peut refroidir des fans. Mais de mon côté, je peux être que fan de la proposition de Triangle Strategy. Justement, le fait d'avoir beaucoup d'expositions et beaucoup de mise en scène avant une bataille, ça va donner de l'aura à chaque bataille, même la plus insignifiante. De mon côté, vous l'aurez compris, c'est pas du tout une critique que je partage, et en fait, je trouve que ce rythme très lent, très verbeux, avec parfois des scènes optionnelles qui vont parler de ce qui se passe à l'autre bout du continent, je trouve ça met une aura folle à chaque bataille, c'est génial. D'autant plus qu'il n'y a pas de scènes que je trouve vraiment inutiles. Il n'y a pas de scènes qui sont rajoutées juste pour rajouter de la masse. Tout a un intérêt et tout va participer à cette montée en tension avant chaque bataille. Maintenant, on va passer au système de vote et au système de conviction. Comme on l'a dit, c'est vraiment une des grandes propositions de Triangle Strategy. C'est ce qui fait son originalité. Donc je rappelle le principe, on va avoir à des moments clés du scénario, des moments de vote où les personnages du groupe vont tous voter pour ce qu'il faut faire. Et votre personnage va pouvoir tenter de les convaincre en fonction de ses statistiques de conviction, qui sont les 3 grandes valeurs que peut poursuivre votre personnage, mais également via les indices qu'il pourra récupérer au cours des phases d'exploration. C'est un système qui est souvent vu comme opaque, parfois on a l'impression que injustement, le groupe va choisir le choix qu'on ne veut pas et on sait pas comment les convaincre. Et en fait, l'échec complet qu'on pourrait avoir sur ces phases de jeu, c'est si on a la sensation que le vote de nos personnages est complètement aléatoire et que ça n'a pas de sens dans leur vision du monde. Personnellement, ça n'a pas du tout été mon cas et j'ai vraiment adoré ces phases de gameplay, même si j'ai pas tout le temps gagné les votes. Justement, le fait que mon groupe de personnages s'oppose à ma décision, ça leur donne vraiment une identité, et j'avais vraiment l'impression d'appartenir à un groupe et pas juste de jouer à un jeu vidéo et de décider de ce que mon groupe de personnages va faire. Et dans mon immersion dans l'histoire, c'était vraiment trop cool d'avoir à défendre des positions que je ne partageais pas parce que c'est ce que la volonté de mon groupe avait décidé. Et je pense que la critique, elle vient bien souvent de gens qui n'arrivent pas à accepter de ne pas avoir le contrôle sur leur expérience de jeu. Et ça, c'est pas du tout quelque chose que j'ai. Je trouve ça justement génial quand le jeu me prend à contre-pied comme ça. Enfin, un point qui clive énormément les fans, c'est le casting de personnages. C'est une critique que je partage totalement, et on va prendre le temps de détailler les 7 personnages qui font partie de votre groupe pour un petit peu mieux comprendre ce que je veux dire par là. Donc le personnage principal du jeu, c'est Serenor Wolfort. C'est le héros du jeu, c'est l'héritier d'une maison qui a participé à construire la paix dans le royaume, il est respecté à l'échelle du continent, et c'est un personnage que je trouve excellent parce qu'il arrive à la fois à être l'avatar du joueur, puisqu'on va très facilement se transposer dans ses choix moraux qui sont vraiment de plus en plus complexes au cours du jeu, mais également à avoir sa propre identité, et ça c'est fort. Ensuite on a Frederica Esfrost, qui est du coup celle qui va devenir la femme de Serenor. C'est une bâtarde, en fait elle est issue d'un peuple opprimé, et on lui a rappelé ça toute sa jeunesse. Les grands enjeux de Frederica, c'est de trouver sa place dans le monde, de se construire une famille, mais également de retracer l'histoire de son peuple, opprimé je rappelle. Alors c'est pas automatiquement le cas selon les choix que vous allez faire, mais dans ma partie, Frederica elle va petit à petit prendre de l'importance, avec une grande affirmation d'elle-même et de ce qu'elle veut faire, jusqu'à devenir carrément une leaduse pour son peuple. Le troisième personnage, c'est Bénédicte Pascal. C'est un ami de longue date du père de Serenor et c'est l'intendant de la maison Wolfort. C'est un pragmatique à l'extrême, la morale ça a pas vraiment de sens pour lui, il s'en fiche un petit peu à partir du moment où ça permettra de faire régner la grandeur de la maison Wolfort. C'est sa seule ambition, défendre la maison Wolfort. Ensuite on a Roland Glenbrook. Roland est le plus jeune fils du roi de Glenbrook, et c'est un idéaliste. Globalement, il a jamais été élevé pour régner, ce qui l'a poussé à devenir extrêmement idéaliste, et en fait la réalité lui importe peu, ce qui compte surtout pour lui c'est la morale et la justice dans ce qu'il fait. Et tout le développement de son personnage, ça va être d'accepter que son idéalisme doit se heurter à la réalité de la guerre.
et en fait ça va complètement le détruire. Et jusque là on se dit, bah qu'est-ce qu'il a le cast de personnages? Ces personnages ont l'air plutôt intéressants, ils ont l'air de plutôt bien évoluer au cours de l'histoire, mais en fait c'est là où on rentre dans le drame. Ces personnages-là sont les personnages principaux du jeu, mais il reste les personnages secondaires. Et attention, je vous parle pas de personnages secondaires qui ne font juste pas partie de l'équipe, mais qui vont avoir un rôle à jouer dans l'histoire. Là, c'est l'inverse. Il y a 3 personnages qui font partie de l'équipe, qui sont censés prendre des décisions à travers la balance des convictions, mais qui sont extrêmement peu développés et qui n'apportent presque rien à l'histoire. Donc en vrac, on a Anna, qui est la seconde de Benedict, et qui fait globalement tout ce que Benedict lui demande. Alors elle se bat avec un couteau, c'est un assassin. Globalement, elle doit la vie qu'elle a à Benedict, et du coup elle fait tout ce que Benedict lui demande, sauf que Benedict étant extrêmement pragmatique et n'ayant pas peur de se salir les mains, il va l'envoyer faire de sales affaires. Gila, qui est la suivante de Frederica, qui lui a appris les bases de la magie, bah, j'ai du mal à vous en dire plus parce qu'elle sert vraiment à rien dans l'histoire, elle est pas du tout développée. On a ensuite Erador, le chef de la garde des Wolfort, qui est globalement un ancien ami du père de Seranor, et c'est à peu près tout. Globalement, il sert pas à grand chose ce personnage, il sert même plutôt à rien. Et ensuite on a Huguette, qui est la garde du corps de Roland. Alors elle a un peu de développement, parce que la garde royale de son pays auquel elle appartient va se faire massacrer, ça va être la seule survivante, donc on a un peu de développement autour de ça, mais franchement c'est pas brillant non plus. Donc c'est ce cast de personnages qu'il va falloir convaincre lors des phases de négociation, et vont venir se greffer à ça tout un groupe de personnages secondaires qui sont ma foi très intéressants, avec par exemple le père de Roland, la sœur de Roland, les différents généraux des 2 autres pays. Et moi c'est ça que je trouve déplorable. Les personnages secondaires sont excellents, alors pourquoi dans le groupe de personnages principaux on retrouve des personnages qui ne servent à rien? Cette galerie de personnages, on n'aurait rien eu à redire dessus s'ils avaient fait l'effort de mettre 7 personnages très bien développés et très intéressants pour faire les scènes avec la balance de la conviction, et pas se retrouver avec 3 boulets qui sont à peine développés. Et malheureusement, dans l'état actuel des choses, j'aurais préféré que les scènes avec la balance de la conviction ne se jouent qu'entre les 4 personnages bien développés du groupe. Donc je referme la parenthèse sur les personnages et on va repartir du côté du gameplay avec un autre point qui m'a un petit peu chagriné. Étant certes profane dans le tactical RPG, mais loin de l'être pour le RPG traditionnel, j'ai été très déçu du système de développement des personnages. Il y a pas mal de systèmes disponibles pour améliorer vos personnages, que ce soit améliorer leurs armes, leur débloquer de nouveaux pouvoirs, les faire gagner de niveau, ou même les faire changer de classe, mais je trouve que tout ça n'a que peu d'importance au final. Je critique pas la diversité du casting en termes de classe des personnages, il y a plein de personnages secondaires qui apportent des façons assez marrantes de jouer, mais par contre en termes d'amélioration de ces personnages, je trouve pas ça exceptionnel. Maintenant c'est un point sur lequel je vais être assez mitigé parce que c'est pas un style de jeu que je connais et que si ça se trouve c'est plutôt dans la moyenne haute de ce qui se fait en termes d'amélioration des personnages de tactical RPG. Et sur ce point précisément, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Est-ce qu'il est bon ce système d'amélioration des personnages ou pas du tout? Ça fait quasiment 10 minutes que je suis en train de taper sur ce pauvre jeu, et là on va pouvoir passer à la partie que vous attendez tous, c'est-à-dire les grandes réussites de ce jeu. Qu'est-ce qui fait que Triangle Strategy est un bon tactical RPG? Une des grandes victoires du jeu pour moi, c'est son écriture et l'histoire que ça nous raconte. Alors je ne connais pas toutes les histoires, j'ai essayé de pas me spoil pour donner un peu plus d'importance à la fin que moi j'ai eu. Alors même si certaines révélations du scénario m'ont paru un petit peu over the top, globalement, le scénario je l'ai adoré et j'étais vraiment à fond dedans. Et une fois que j'étais rentré dedans, le système de choix a pris toute son importance, et j'étais vraiment tiraillé à chaque choix, j'écoutais les arguments de chacun des personnages et je réfléchissais pendant des heures. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la sensation qu'un choix m'échappe et que les personnages de mon groupe font une erreur, et que je n'arrive pas à les convaincre de ne pas faire cette erreur, c'était vraiment une expérience gaming que j'ai adorée. Ça donne un côté tellement dramatique à une bataille de ne pas avoir envie de la livrer parce qu'on connaît les implications morales qu'il y a derrière. Non, globalement, que ce soit ce système de choix ou la mise en scène, je trouve que tout est réussi là-dedans. Et si je dois donner une raison de tester ce jeu, c'est vraiment cette sensation que tout nous échappe quand un vote on ne le gagne pas et qu'on se retrouve sur une route qu'on n'a pas envie de suivre. Une autre des grandes réussites de Triangle Strategy qui aura pas manqué de vous sauter aux yeux, c'est la direction artistique. La technologie utilisée de HD 2D, qui avait été popularisée par Octopath Traveler quelques années avant, est vraiment magnifique. Ça retourne la rétine, vraiment. Vient s'ajouter à ça une mise en scène qui est très cool, avec des décors qui sont très bien utilisés, et une musique magnifique pour enrober le tout, et on se retrouve avec un cocktail artistique qui est vraiment trop cool. Enfin, côté gameplay, pour moi, la grande qualité de game design de Triangle Strategy, c'est son map design. Alors je l'ai dit tout à l'heure, cette qualité elle va pas être présente sur toute la longueur du jeu, et notamment malheureusement l'arc final est vraiment moins bien réussi, mais pour les 15 premières heures, le map design est à couper le souffle. Et que ce soit en termes de gameplay pur ou de mise en scène du gameplay dans la bataille,
C'est exceptionnel à chaque chapitre et c'est super original. En vrac, dans ce qui m'a marqué, on a une bataille d'escorte où il va falloir protéger un personnage faible jusqu'à un point précis tout en évitant de le laisser crever. On va avoir une scène de défense où il va falloir évacuer les ennemis d'un pont puis le défendre. On va avoir une scène où nos personnages sont attaqués pendant la nuit et où du coup par petits paquets ils vont devoir mener des poches de résistance face à des vagues d'ennemis qui les submergent, ou même une bataille où nos héros sont attaqués par un groupe d'archers dans une vallée et qu'il va falloir remonter la vallée sans mourir des flèches. Enfin franchement, c'est vraiment très réussi. En plus de ça, je trouve que la difficulté elle est assez bien dosée, ce qui donne vraiment un rythme très cool aux batailles. Puisque c'est pas trop facile, on va parfois être obligé de recommencer les batailles, et la plupart du temps on va s'en sortir avec un ou deux personnages en vie, et du coup ça donne vraiment un côté très épique. Au final, Triangle Strategy c'est un jeu qui m'a énormément surpris. Pour moi, sa plus grande force, ça reste la façon dont ces batailles sont extrêmement inventifs avec un système de choix qui donne de l'importance à chacune de ces batailles. Et ces choix s'inscrivent dans une histoire qui m'a tenu en haleine pendant quasiment 20 heures et une direction artistique à couper le souffle. Mais à côté de ça, Triangle Strategy, c'est aussi un jeu qui a des faiblesses. Alors on parle pas de grosses faiblesses qui vont vous empêcher d'apprécier le jeu, ici on parle plutôt de petites maladresses à la fois dans l'écriture et dans la qualité du map design. Mais malgré ses défauts, pour quelqu'un qui connaissait très peu le genre du tactical RPG, ce jeu a été une porte d'entrée qui m'a donné envie d'en découvrir d'autres. Et croyez-moi que si un autre jeu du genre arrive à me marquer, c'est sûr que je vous en reparlerai ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer quels sont les tactical RPG qu'il faudrait absolument que j'essaye, ou même à vous abonner si vous aimez mon style de vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.